Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Béatrice Perrier. Je travaille pour Aéro Montréal à titre de directrice relève et main-d'œuvre. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour souligner ensemble la Journée internationale des femmes. Cet événement virtuel est organisé cette année en collaboration avec le Cosmodome et le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale, le CCAA. Cet événement est actuellement enregistré à des fins de rediffusion ultérieure. Il me fait plaisir de passer la parole à Suzanne Benoît, présidente directrice générale d'Aéro Montréal. Alors, merci Béatrice pour avoir organisé cet événement-là avec nos partenaires. Alors, bonsoir à toutes et à tous, si on a quelques hommes avec nous, je ne sais pas. Alors, je suis Suzanne Benoît, présidente directrice générale d'Aéro Montréal et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce webinaire organisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Au fil des ans, avec la GRAP, nous avons réussi à faire de cette journée un moment fort pour échanger sur les sujets de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. La présence des femmes dans notre industrie a progressé au cours des 10 dernières années à travers le monde, mais nous avons encore énormément de travail à faire. Je regardais récemment des statistiques du groupement des industries françaises aéronautiques. Et les femmes représentent 14 des techniciens, 16 des opérateurs. Alors, ces statistiques-là ne sont pas très encourageantes. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques ici au Québec, mais je pense qu'on va travailler là-dessus dans la prochaine année. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à l'échelle du Québec, les organisations, nos organisations le savent très bien, que nous devons attirer plus de femmes et surtout intéresser des jeunes filles dès le primaire, secondaire, à faire carrière en aéronautique. Il y a certains membres de notre GRAP qui se démarquent très bien sur le sujet. Mentionnons l'École de technologie supérieure, l'ETS. Je fais partie du conseil d'administration de l'ETS, alors je suis très heureuse de dire qu'ils ont reçu l'année dernière la certification parité qui a été donnée par l'organisme La Gouvernance au féminin. Et à ce jour, il y a moins de 50 organisations canadiennes qui ont obtenu cette certification-là. Alors, l'ETS a réussi. Et au cours des dernières années, ils ont fait passer le pourcentage de 22 à 37 de femmes parmi les cadres. Alors, c'est non négligeable. Et aussi, ils ont réussi à assurer la parité au niveau du conseil d'administration. Alors, ça, c'est un bel exemple à suivre pour notre industrie. Cependant, on ne doit pas ralentir nos efforts car la place des femmes dans le secteur reste moins importante que dans nombreuses autres industries. Les entreprises du secteur en sont très conscientes et je suis très fière d'annoncer aujourd'hui que nous ferons dorénavant du mois de mars le mois des femmes de l'industrie aérospatiale. Alors, préparez-vous, c'est notre première année cette année. Alors, pour l'année de lancement, on a travaillé étroitement avec le Palais des Congrès, entre autres, pour réaliser 8 portraits de femmes de l'industrie avec des parcours totalement atypiques. Alors, à ce sujet-là, je tenais personnellement à remercier Madame Emmanuelle Legault, la présidente directrice générale du Palais des Congrès, qui est avec nous ce soir et qui va s'impliquer dans la modération de cette session. Et je la remercie pour son implication, ainsi que la directrice des communications du Palais, là, qui nous a soutenus aussi dans notre cause. Tout au long du mois de mars, grâce aux témoignages vidéo qui seront publiés chaque mardi et chaque jeudi sur les médias sociaux, vous découvrirez les parcours de professionnels de nos ambassadrices du secteur aérospatial et vous allez reconnaître la passion qui les anime en regardant ces vidéos. Il y a des femmes dans ces vidéos qui ont contribué, entre autres, à développer l'Airbus 220. D'autres ont monté leur compagnie dans le domaine de la surveillance et de drones pour aider, entre autres, les municipalités. Certaines nous donnent un aperçu du travail dans le secteur de la défense et sécurité, quand d'autres soutiennent le développement des entreprises du secteur.
Toutes ces femmes que vous allez avoir la chance de rencontrer par vidéo jouent un rôle essentiel dans la création de l'industrie de demain. Et vous allez découvrir que la diversité des possibilités de carrière ne manque pas en aérospatial. En 2022, nous poursuivrons notre accompagnement aux membres sur les sujets de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Et nous allons lancer une étude justement sur ce sujet-là en collaboration avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Nous allons aussi proposer une nouvelle initiative pour les PME afin de les aider dans la mise en place de pratiques inclusives qui leur permettront d'aller chercher une diversité de talents. Et plus généralement, j'adresse aussi un message à toutes les filles et jeunes femmes qui nous écoutent. En fait, l'industrie aérospatiale regorge de postes à combler. J'en suis convaincue qu'il y a une place pour vous tous et vous toutes. Alors, je vous invite à aller découvrir sur l'aéroportail d'Aéro Montréal. Je crois, Béatrice, aéroportail.ca. Oui. Vous pouvez découvrir tous les postes de vacants qui sont disponibles présentement. Et je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à Béatrice, je crois, qui va nous présenter les différents panélistes ce soir. Alors, merci beaucoup encore une fois et je remercie également le RAM, qui est le regroupement de la relève aérospatiale qui a travaillé aussi à nous aider à monter cette soirée dans le cadre de la Journée des femmes. Alors, merci beaucoup au RAM pour votre implication. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux panélistes et à la modératrice, je voudrais passer la parole à nos partenaires, donc en commençant par Leslie Hogan, gestionnaire de projet au CCA. Merci, Béatrice. Au nom du Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale, le CCAA, je vous souhaite la bienvenue à célébrer la diversité. Et je remercie Aéro Montréal de tenir cette conférence importante à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Le CCAA est un regroupement national qui travaille avec l'industrie au Canada dans les domaines de recrutement, de la formation de la main-d'œuvre spécialisée, l'accréditation, des normes professionnelles et des études sur le marché du travail. Notre dernier nous a montré que d'ici 2028, le secteur devra embaucher environ 50 000 personnes pour répondre à ses besoins au Canada. C'est énorme. Pour y arriver, nous devons augmenter de manière significative la participation des femmes. À l'heure actuelle, les femmes comptent pour à peine 31% des effectifs et dans les emplois clés comme le pilotage et l'entretien des aéronefs, elles comptent pour moins de 7%. Parmi d'autres initiatives pour aider l'industrie à embaucher les étudiantes et étudiants, CCA gère des programmes de subvention aux employeurs, y compris un programme de stage pratique. En 2017, seulement 7 des stagiaires étaient des femmes. Cette année, pourtant, elles étaient 205. Ce progrès est dû à l'engagement actif de l'industrie, les employeurs et le vif intérêt des étudiantes. Pour que les Canadiens s'intéressent à notre industrie, elles doivent se voir dans notre industrie, savoir qu'elles pourront y contribuer et y bâtir une belle carrière. Les femmes ont l'intérêt et l'envie de travailler dans l'aviation et l'aérospatiale, et c'est dans notre intérêt de leur faire savoir qu'elles sont les bienvenues parmi nous. J'arrête là. J'inviterai Marie-Michelle Limoges, astrophysicienne et directrice de contenu scientifique et de la formation au Cosmodome, à venir nous dire quelques mots. Merci et bonne conférence. Merci Leslie. Marie-Michelle. Bonjour, oui, merci Leslie, merci Béatrice. Bonsoir, je m'appelle Marie-Michelle. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir.
pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cosmodome, pour celles qui ne connaîtraient pas le Cosmodome, nous sommes une institution muséale scientifique à thématique spatiale. Donc, on a des expositions traditionnelles, notre fameuse exposition sur le système solaire, celle sur l'histoire de l'astronautique, des missions virtuelles et une expérience de simulation spatiale à bord d'un vaisseau Astralis que vous voyez derrière moi. Et donc, depuis plusieurs années, on est partenaire avec Aéro Montréal et puis ça nous permet d'inspirer les jeunes en leur faisant découvrir des carrières fascinantes en aérospatiale. Je vous explique, avec Aéro Montréal, on a un projet qui est d'offrir des ateliers qui s'appellent Passion pour l'aviation et Passion naissante, qui sont des ateliers qui expliquent aux jeunes qui décortiquent et qui démystifient le vol des avions. Donc, les jeunes apprennent comment voler un avion, mais également, on va leur enseigner qu'il y a tout plein de carrières possibles en aérospatiale. On va même aller surfer avec eux sur l'aéroportail dont Mme Benoît a parlé. Et puis, grâce à ça, ça concrétise le métier, puis ça permet aussi de le rendre plus accessible. Et puis, notre dernier projet avec Aéro Montréal pour contribuer à démystifier ce monde-là de l'aérospatial, c'est un mini-jeu en ligne où on a transformé l'atelier Passion pour l'aviation, qui est la construction d'un planeur, du meilleur planeur au monde. On l'a transformé de manière virtuelle et il est hébergé sur notre site web pour que tous puissent se familiariser avec le vol des avions. Donc, après vous avoir parlé de l'importance de notre partenariat avec Aéro Montréal, c'est avec plaisir que je vous dis que tout plaisir est pour moi ce soir de participer à cet événement qui s'encadre pleinement dans notre mission, qui est de partager notre passion pour l'espace et de faire la promotion des carrières dans le domaine. Au Cosmodome, on veut aider les jeunes et même des fois les moins jeunes à réaliser leur rêve aérospatial. Je te repasse la parole, Béatrice. Merci beaucoup, Marie-Michel. Je vais repartager mon écran. Nous allons pouvoir commencer avec le panel. Alors, merci et bienvenue à notre modératrice, Emmanuelle Legault, présidente directrice générale du Palais des Congrès de Montréal. En 2021, Emmanuelle Legault devient la première femme PDG de l'histoire du Palais des Congrès de Montréal, reconnue pour son expertise internationale de l'industrie touristique et sa vision stratégique du rôle économique et culturel de la métropole. Madame Legault cumule plus de 20 ans d'expérience à titre de gestionnaire dans des postes clés en agence et dans le secteur touristique. Emmanuelle aura le plaisir de poser des questions à nos panélistes, à savoir Anne-Marie Bertrand, vice-présidente opération chez Aérodevtech et également directrice de Women in Aerospace, Capucine Michaud, directrice normes et services cabine chez Air Canada, Élodie Coffrier-Gingras, chef de développement logiciel chez CAE, Geneviève Coutu, contrôleur financière chez Pratt & Whitney Canada, Marie-Michel Limoges, astrophysicienne et directrice contenu scientifique et formation au Cosmodome, et enfin Sarah Germain, étudiante apprentie en maintenance d'aéronefs à l'École nationale d'aérotechnique, l'ENA, mais également ambassadrice du regroupement Relève d'Aéro Montréal. Je passe donc la parole à Emmanuelle. Merci. Merci Béatrice. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci pour cette belle invitation-là. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi nous une ambassadrice du regroupement Relève d'Aéro Montréal. Sarah étudie présentement à l'École nationale d'aérotechnique. Elle détient un baccalauréat en anthropologie, quand même, à l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en archéologie. Sarah, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, pour le moins atypique quand même, hein, on peut se le dire, et de ce qui t'a amené à te former à l'ENA, s'il te plaît? Oui, bonjour, merci Madame Legault. Donc, premièrement, je n'ai pas tout à fait une maîtrise en archéologie. Je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas terminé. C'est tout comme. Merci. Donc, ce qui m'a amenée à l'ENA, c'est que je voulais une formation qui me permettait d'acquérir des compétences qui ont une valeur concrète sur le marché du travail. Je cherchais aussi à être utile pour notre société. Quand les gens prennent connaissance de mon changement de carrière, ils me demandent toujours pourquoi est-ce que j'ai fait le saut de l'archéologie à l'aéronautique. Très simple. J'avais besoin d'aide. Je rigole. Mais vous savez qu'il y a un fond de vérité derrière le mot. Je vais plutôt répondre à une question que je me pose depuis 2 ans. Depuis mon entrée à l'ENA, je n'ai cessé de me demander pourquoi je n'ai pas fait ça avant. J'ai trouvé la réponse que récemment. Elle est toute simple. Parce qu'on ne m'avait pas dit que ça pouvait être une bonne idée.
En fouillant dans mon passé, je me rappelle que je parlais déjà d'hélicoptère en secondaire. Quand est venu le temps de la période d'orientation, mon top 3, c'était pilote d'hélicoptère, archéologue, artiste dessinatrice. Si je prends comme exemple un de nos brillants modèles féminins actuels dans l'aérospatiale au Québec, Farah Libé, ce qui m'a frappé de ces témoignages, c'est de constater comment les gens critiquaient son choix de carrière malgré sa ferveur envers son rêve. Mais oui, la réalité pour une fille en orientation dans les années 90-2000, c'est qu'on te proposait d'aller en sciences douces, de décorer, d'éduquer, de soigner. Ça se sentait un peu comme si on nous disait qu'on avait accès à un buffet, mais qu'on ne montrait que les crédits. La différence entre Farah et moi, c'est que j'étais pas fixée sur ce que je voulais comme carrière. J'avais pas de modèle pour m'inciter à regarder en dehors de la boîte non plus. J'étais malléable. Puis la jeune moi est passée tout droit de son premier choix parce qu'on lui disait que les hélicoptères, c'était pas une bonne idée pour tous ces stéréotypes qui émergent de vos têtes en ce moment. Et on ne me montrait pas d'alternative connexe également. La porte semblait fermée. Inconsciemment, je me suis plutôt dirigée vers une avenue plus jeune. Ça m'a rattrapée en un déclic il y a quelques années. Dans une même période, j'avais besoin d'un nouveau cap professionnel. Je commençais à apprendre à faire de la maintenance sur ma voiture. Le troisième élément du triangle, c'est quand j'ai eu mon premier contact avec l'hélicoptère. Ça a été l'étincelle qui a fait partir le feu. Je venais de savoir avec quoi j'avais envie de brûler pour les prochaines années. Ce que je constate avec cette histoire-là, c'est que malgré qu'on soit en 2020, il reste encore beaucoup de travail à faire pour déconstruire les préconçus populaires sur la division genrée des champs d'intérêt et professionnels. Quand j'ai commencé à vouloir apprendre à faire de la maintenance sur ma propre voiture, je recevais plusieurs critiques. On ne me comprenait pas. C'était comme si je devais me justifier d'avoir cet intérêt-là. Mon inscription à l'ENA n'a pas reçu une appréciation unanime non plus. J'en étais venue à le cacher pour qu'on me laisse faire mon début de chemin tranquille. Aujourd'hui, la différence, c'est que je suis déterminée sur ce que je veux. Et le feu sacré qui m'avait permis de persister en archéologie, j'ai converti pour carburer en aéronautique. Et je suis bien entourée à l'ENA aussi, ça aide beaucoup. Avec le témoignage que je fais, ce que je veux soulever, c'est de prendre conscience sur comment l'influence d'un milieu peut agir sur une personne. Et c'est pour ça que c'est important de montrer à nos filles que, oui, vous avez autant votre place dans les domaines technologiques que les garçons. Ça m'a pris du temps pour apprendre à voir au-delà de cette boîte qu'on nous impose. Et c'est pour cette raison que c'est encore plus important de leur montrer qu'elles ont toute une panoplie de possibilités pour faire leur place dans notre société. C'est pour cette raison aussi que c'est important qu'on ait enfin des modèles féminins tels que Farah Libé, Zara Rutherford et encore des modèles qui sont accessibles dans la vie de tous les jours. Présentement, j'ai la chance d'avoir des mentors positifs dans mes milieux de travail comme à l'ENA. Les présences comme celle-là sont d'autant plus importantes parce qu'elles ont une influence concrète sur notre réalité. Finalement, ça m'a aussi pris du travail sur mes propres préconçus d'universitaire, pour être honnête. Mais ça a été la meilleure décision que je peux prendre. Et j'ai fait l'expérience que la valeur était relative. Ce n'est que maintenant que j'évolue dans un milieu qui reconnaît les compétences de ses membres et un milieu qui a la capacité de faire rayonner notre potentiel collectif. Il est temps qu'on s'ouvre les yeux sur ce qu'on gaspille et qu'on déconstruise des discours qui sont dépassés. Pour ma part, je vais être fière de dire que je suis technicienne avec des compétences certifiées, que je fais ma contribution en assurant la sécurité des aéronefs qui circulent dans notre espace aérien et au travail aérien. Merci. Sarah, quelle belle passion. Écoute, je pense que je sais qui je vais appeler maintenant quand je vais avoir des problèmes de voiture et quand je vais avoir une passion pour l'hélicoptère également. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous. J'aimerais ça parler un peu avec Capucine. Toi aussi, je pense que tu as fait ta formation à l'ENA il y a de ça quelques années. Je pense que tu as terminé en 1994. Est-ce que tu te reconnais à travers le témoignage de Sarah? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours, de tes choix professionnels et ton évolution de carrière au fil du temps? Capucine? Parfait, merci Mme Legault. En fait, oui, je me reconnais un petit peu dans le témoignage à Sarah, malgré le fait que j'ai probablement un parcours un petit peu moins atypique.
Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sarah a mentionné dans les années 90 et même aujourd'hui, étant mère de 3 adolescents, je peux me rendre compte que l'évolution au niveau de l'orientation, elle n'a pas nécessairement évolué au même niveau que moi non plus, j'aurais espéré, parce que j'ai vécu un peu la même chose en étant au secondaire avec aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire dans la vie. À part le fait que je savais très bien que je m'en allais en sciences, mais par où, je n'avais aucune idée. J'avais pas de modèle autour de moi. Les orienteurs, on n'a pas pu m'aider du tout, du tout. Même quand j'ai demandé c'était quoi la technique avionique que j'ai fini par choisir, on n'a même pas dit que c'était relié aux avions. Donc, j'ai un peu pris une chance. Je me suis inscrite à l'École nationale d'aérotechnique. Je me suis dit, il faut que j'essaye quelque chose. Si je n'essaye pas quelque chose, je ne saurais pas ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc, et voilà, je suis partie à l'École nationale d'aérotechnique en me disant, bon, je trouverai d'autres choses. J'avais de l'intérêt pour être pilote aussi, on verra bien. Et j'ai eu le coup de cœur dès que j'ai rentré dans l'école, le contact avec les avions et tout. Ensuite, j'ai fait mes 3 années à l'École nationale d'aérotechnique, terminé avec une technique en avionique. Puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour Air Canada sur un projet spécial dès ma sortie de l'école, même quelques semaines avant ma sortie de l'école. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des avions en maintenance en ligne et puis toucher un petit peu à l'aviation. Mon intérêt était d'aller à l'université à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, une job d'été, je vais le prendre. Puis finalement, la job d'été, 27 ans plus tard, elle est restée une job d'été qui a duré 27 ans. Mais par contre, moi, j'ai eu la chance de travailler pour Air Canada pour un contrat. Puis ensuite de ça, on m'a donné la chance, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez Bell Hélicoptère où là, j'ai travaillé sur les hélicoptères. Puis là, ça m'a permis à moi de réaliser à ce moment-là que je préférais le travail de tous les jours, les problèmes de tous les jours, plus que le programme de maintenance, le montage, monter des avions, bâtir des avions. Fait en ayant eu cette opportunité-là de pouvoir travailler à d'autres entreprises, ça m'a permis vraiment de pouvoir toucher à différents aspects du travail. Ensuite de ça, j'ai travaillé un petit peu chez Bell Hélicoptère. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler chez Bombardier aux États-Unis. J'avais 19 ans, j'étais toute jeune, je parlais presque pas l'anglais. Je suis partie là-bas, puis là, ça, c'était vraiment pour moi ce qui m'a permis de travailler avec une petite équipe. J'ai pu prendre des responsabilités, j'ai pu toucher à la planification, à la maintenance, à vraiment un petit peu de tout. Et pendant ce séjour-là que j'étais aux États-Unis, Air Canada m'ont rappelé. Là, j'avais un choix à faire parce que je devais prendre une décision. Donc, je suis retournée travailler pour Air Canada. À ce moment-là, j'ai travaillé de la maintenance en ligne, j'ai travaillé sur la maintenance lourde, et puis là, ça m'a vraiment permis de voir un peu, confirmer là, que j'aimais vraiment plus la maintenance en ligne. J'ai été un petit peu chanceuse dans mon parcours. J'ai eu aussi l'opportunité, puis je pense que ça, c'est quelque chose, c'est moi, il y a un message que je voudrais envoyer, c'est soyez curieux, puis quand il y a des opportunités, essayez des petits projets, que ça soit de changer de place. Ayez pas peur parce que c'est vraiment ça qui permet de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas pour faire des meilleurs choix après. Fait que c'est pendant ces quelques premières années-là de ma carrière. Ensuite de ça, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup faire partie de la solution. Donc, j'ai eu l'opportunité de prendre un poste de cadre chez Air Canada qui était relié à l'intérieur des cabines. Puis là, vraiment, une passion s'est développée pour moi. Je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et puis, j'ai pu faire tout plein de postes à Air Canada à différents niveaux, que ce soit dans la planification, dans la maintenance, support technique, un peu de tout. J'ai vraiment eu l'opportunité de travailler un peu de tout. Donc, ça m'a vraiment permis de voir les parties du travail qui me plaisaient. C'est vraiment un monde extraordinaire. Donc, aujourd'hui, je gère une équipe de plus de 1000 employés qui s'occupent de l'intérieur des avions, que ce soit au niveau de la maintenance, au niveau du nettoyage aussi des avions. Mon champ d'expertise a évolué avec le temps, mais mon parcours, c'est un peu ça. Puis,
à l'inverse de Sarah, moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir la chance de trouver ce que j'aimais du premier coup, mais malheureusement, avec un petit peu plus de support puis d'alignement, que ce soit par des professionnels ou que ce soit du monde autour de nous qui peuvent nous aider, que ce soit dans différentes carrières. Je pense que c'est important de poser des questions, d'être curieux. Mais en gros, c'est mon histoire à moi. Magnifique parcours, Capucine, vraiment, là, c'est impressionnant. Puis gérer 1000 personnes, je te lève mon chapeau. Puis je suis totalement d'accord avec ton petit mot que la nécessité de rester curieux. Tu as absolument raison. Anne-Marie, tu t'investis beaucoup envers la cause féminine en aérospatiale. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours ainsi que l'association Women in Aerospace, WIA, dans laquelle tu t'impliques? Peux-tu aussi nous dire pourquoi nous avons besoin davantage de relève féminine en aérospatiale? Ben oui, bonjour tout le monde. Merci Emmanuel. Je vais commencer un peu par mon parcours. Parcours académique, parcours, dans le fond, au niveau de ma carrière. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai eu quelques changements. Donc, j'ai commencé mon bac à l'École des sciences de la gestion pour faire un bac en marketing. Puis, je me rappelle, dans le tronc commun, au début, il y avait un cours obligatoire qui s'appelait Gestion des opérations. Puis, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas parler là, quand on est au secondaire ou au cégep. Dans le fond, on va en gestion des opérations. Puis là, tous les termes, là, la face cachée de l'usine, les coûts en arrière qu'on ne voit pas. En plus, c'était dans les années 90, là, fait que c'était début beaucoup des modèles là, des entreprises japonaises qui venaient nous influencer avec le juste à temps, le Kaizen et tout ça. Puis, j'ai tellement aimé ça. Dans le fond, c'était comme pas si j'allais à l'école, c'était une passion qu'à ma deuxième année de bac, là, j'ai décidé d'arrêter le bac en marketing puis d'aller là, en gestion des opérations. Puis après ça, dans le fond, j'ai toujours resté au niveau de ma carrière là, dans ce domaine-là. Donc, 12 ans chez Bombardier, là, des postes de planification, logistique, acheteur, là, pour terminer après 12 ans, là, un poste de directeur au niveau logistique. Puis là, ça a été, tantôt, on parlait des décisions, là, des fois à prendre qui nous donnent un peu la frousse, mais c'est important de les prendre. C'est sûr qu'après 12 ans, bien là, on a des bons collègues, des bons avantages. C'est une grande boîte Bombardier, structurée et tout ça. Puis après 12 ans, bien, je voulais voir d'autres choses. Donc, un peu un saut dans le vide. J'ai été travailler là, chez Mecar America, qui était une petite boîte à Laval là, de 100 employés, qui faisait partie d'une division là, italienne. En fond, le siège social est en Italie. Conception puis fabrication de trains d'atterrissage. Puis là aussi, là, des rôles beaucoup logistique, achat, planification, puis également un nouveau là, vers la gestion de programme, les clients et tout ça. Puis, après 5 ans, bien, je suis arrivée là, en 2013 là, chez Eurodeftech, où je suis encore présentement. Toute la gestion des clients, donc gestion des programmes là, pour toutes les usines en Amérique du Nord. Puis, mais j'avais toujours mon côté très opération. Puis, après 3 ans, un saut complètement dans les opérations pures et dures là, comme directrice générale de l'usine de Laval. Puis, pour quelques années après, là, directrice au niveau général de l'usine de Longueuil, puis maintenant responsable des 2 usines. Donc, c'est ça, vraiment mon côté opération là, dans les années 90, mon premier cours qui a été la flamme, dans le fond, là, ben, elle a continué comme ça tout au long de ma carrière. Pourquoi m'impliquer avec les femmes en aéronautique? Ben, je crois à la diversité. Je crois que les femmes et les hommes, là, sans rentrer dans les clichés, mais ils sont complémentaires au travail. Fait qu'un mélange des deux, ben, c'est toujours la solution idéale. Sauf que tantôt, Suzanne l'a emmené, c'est sûr que c'est difficile là, d'avoir des ratios à 50%. Quand on voit là, juste nous au niveau des applications puis des CV, c'est souvent les femmes, c'est en bas de 20% des personnes là, totales qui appliquent. Puis, quand on regarde également dans les cours de génie, bien souvent, là, on est dans des ratios entre du 20 et 30%. Fait que c'est sûr qu'avoir un ratio à 50%, mais quand l'entrant est drastiquement plus bas, plus petit, bien, c'est difficile. Fait que j'ai commencé à m'impliquer. Je voulais montrer, dans le fond, bien, qu'on peut être une femme en aéronautique. On peut également être dans l'aéronautique sans avoir des études en génie, un peu comme que j'ai présentement.
Puis, qu'est-ce qui est important pour moi, puis le monde aéronautique, je pense qu'on est un bon exemple, mais c'est peut-être démontrer, dans le fond, aux jeunes qui rentrent que le réseau de contact est vraiment important. Fait que de faire des activités de réseautage, de faire des activités de mentorat, de comment c'est important au cours de sa carrière, dans le fond, de maintenir son réseau de contact, parce que dans le fond, il faut y mettre de l'effort, il faut le garder. Fait que c'est vraiment un peu qu'est-ce que je voudrais passer peut-être aux plus jeunes là, comme message. C'est vraiment, moi encore aujourd'hui, quand j'ai une question, quand je suis mal pris, même si c'est plus l'entreprise auquel que je travaille, mais j'appelle mes anciens collègues, puis tout ça, puis je demande des conseils ou je demande de l'aide. Fait que c'est sûr que je n'ai pas un parcours atypique, mais quand même quelquefois là, des frousses où on pourrait se dire où je me suis lancée dans le vide, puis avec le recul, là, je regrette rien. Finalement, ben, pourquoi l'importance d'avoir des femmes dans l'aéronautique? J'ai un peu répondu dans le passé, mais vraiment une diversité de pensée, avoir de la relève pour les postes cadres, parce que si on veut vraiment la parité au niveau de nos postes cadres, ben, il faut avoir des femmes qui rentrent dans les postes d'entrée. Puis, qu'est-ce que je me dis? Mais si on est de plus en plus de femmes d'année en année, dans le fond, ben, les jeunes filles qui vont nous voir, ben, ils vont voir qu'il y a un chemin pour elles, puis ils vont vouloir aller en aéronautique. Puis, de commencer très jeune, ben, je pense que c'est vraiment important. Donc, c'était un peu ça mon parcours. J'espère que j'ai montré que dès qu'on a de la passion, dans le fond, on peut tout réussir. Hein. En fait, c'est ce que je sens, le fil conducteur à date, c'est vraiment la passion. Puis clairement, toutes les trois, vous n'hésitez pas à vous faire confiance puis à sauter. Fait que félicitations. Et vraiment, merci Anne-Marie. Puis tu as raison, je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à faire pour amener des femmes en aéronautique, mais avec des femmes comme vous, aucun doute que vous allez y arriver. Marie-Michel, j'en profite, à travers tes fonctions au Cosmodome, tu côtoies en fait quotidiennement à la fois des professionnels du secteur puis des jeunes qui ont soif d'apprendre. Peux-tu nous parler un petit peu de la mission du Cosmodome et de celle de sa fondation? Et comment est-ce que vous contribuez au développement de carrière à la science et à l'espace et à soutenir la présence des femmes et des personnes issues des communautés culturelles en sciences? Au Cosmodome, on parlait de passion. Hein? Au Cosmodome, notre mission, c'est de partager notre passion pour l'espace et plus concrètement, de stimuler l'intérêt du public pour l'exploration spatiale et la culture scientifique. Comment on fait ça? Bien, on s'engage à sensibiliser les jeunes et les familles aux sciences, principalement aux sciences de l'espace. On veut contribuer à l'éveil pour les sciences et à l'augmentation de jeunes étudiants et étudiantes en sciences. On veut contribuer au développement de carrières liées aux sciences de l'espace. On veut soutenir une présence accrue des femmes et des personnes issues des communautés culturelles en sciences. Pour ce qui est de la Fondation, bien, la Fondation, elle, va permettre aux enfants défavorisés ou en situation d'adversité d'accéder au programme du Cosmodome. Donc, sa mission, c'est de stimuler l'intérêt de ces jeunes aux sciences de l'espace, à la culture scientifique, aux carrières, dans un environnement unique et interactif. On sait que le Cosmodome peut être un excellent lieu d'apprentissage informel, puis peut permettre comme ça d'allumer des carrières, des intérêts ou des passions pour des carrières. Puis ce qui est intéressant, c'est que la Fondation du Cosmodome est appuyée entièrement par les employés du Cosmodome, ce qui permet de remettre 95% des dons amassés dans la communauté. Et là, vous m'avez demandé comment on contribue au développement des carrières liées à la science, donc, puis à l'aéronautique en passant par là. Donc, on a la chance d'avoir une mission puis une thématique qui est très, très passionnante. Donc, c'est de profiter de cette thématique-là spatiale qui est très inspirante pour montrer le chemin. Puis, je l'ai dit en entrée de jeu, pour moi, c'est très important de ne pas seulement vendre du rêve, mais de montrer que c'est possible pour toutes les raisons dont Sarah a parlé. Entre autres, on veut profiter de nos programmes pour montrer le chemin. Donc, j'ai parlé des programmes Passion Aviation, Passion Naissante qui permet entre autres de discuter des carrières, des métiers, des écoles, aller sur l'aéroportail. Donc, on va se servir de nos activités beaucoup pour montrer le chemin que j'appelle. Il y en a un programme qui s'appelle les Dimanches Aéro, qui est un programme du dimanche. C'est 10 dimanches, puis les jeunes vont réaliser 3 défis aérospatiaux. Donc, ils vont se familiariser avec le domaine.
mais ils vont aussi aller visiter une école, donc au moins une école d'aérospatiale. Donc, on va souvent visiter l'ENA parce que, bon, avec tous les aéronefs, ça concrétise beaucoup le domaine, puis on découvre des formations qui sont accessibles. On va aussi les mettre en contact avec des étudiants et des étudiantes des groupes aérospatiales. Donc, ces groupes-là peuvent venir pendant les dimanches aéros ou pendant les camps d'été, disons les camps de jour, les camps spatiaux, vont faire des fois des activités avec les jeunes, informellement comme ça, jaser un peu là, de leur parcours, de leurs intérêts, mais aussi vont donner des conférences, des ateliers à nos jeunes du Cosmodome pour qu'ils puissent découvrir c'est quoi ça, les concours étudiants de construction de fusées puis de satellites. Je peux faire ça, moi, à 19 ans, construire une fusée ou un satellite. Puis ça, c'est très important pour moi parce que des fois, quand on a un rêve aérospatial, on peut penser que ça va être très long avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mais quand je les mets en contact comme ça avec des jeunes étudiantes qui, à 17 ans, participent à des constructions de fusées, ben, je pense que ça peut peut-être pas leur permettre de patienter, mais leur permettre de savoir qu'ils n'auront pas à patienter hyper longtemps pour réaliser leur rêve. Donc, par nos activités, aussi par le soutien à l'éducation. Donc, on va accorder des bourses d'études au collégial. On va permettre la gratuité à ces groupes étudiants-là auxquels on fait appel, qui œuvrent dans le domaine scientifique, donc à nos ateliers, à nos salles. On va aussi, par nos employés. Vous savez, au Cosmodome, la majorité des employés sont étudiants. Donc, nos animateurs scientifiques vont souvent finir par devenir enseignants, ingénieurs, scientifiques. Donc, on a le privilège, si vous voulez, de contribuer à leur formation. Votre dernière question, c'était comment on contribue à soutenir la présence des femmes et des personnes issues des communautés culturelles en sciences. Et là, je vais dire que la réponse, c'est par l'exemple. Donc, oui, il y a le mentorat dont je vous ai parlé. Donc, on va beaucoup, quand on fait des activités comme ça qui s'adressent aux filles et aux garçons, inviter des femmes expertes, justement, donc des étudiantes, des groupes étudiants, mais des conférencières, que ce soit des pilotes d'avions, d'hélicoptères ou des scientifiques et des ingénieurs de l'Agence spatiale canadienne, par exemple. Donc, on va mettre les femmes de l'avant pour montrer l'exemple. On va organiser des journées pour les filles, des journées spéciales aérospatiales où il y a mentorat. Parlant de mentorat sur demande, on peut même faire des journées carrière. Ce n'est pas vraiment aérospatial, mais c'est scientifique et non traditionnel. Mais j'ai une formation en physique, en astrophysique, puis on peut recevoir sur demande des jeunes filles qui veulent découvrir le domaine. Mais en venant au Cosmodome me rencontrer, ils vont découvrir une équipe de direction d'un musée scientifique qui est à majorité féminine. Donc, peut-être que ça peut aider aussi comme exemple. Et puis, nos animatrices, finalement. Nos animatrices sont excellentes en animation, en ingénierie, en robotique et en programmation en aérospatiale. Et puis, on aime beaucoup les mettre de l'avant, justement. Ce sont d'excellents exemples pour nos jeunes filles. Contribuer par l'exemple, en tout cas avec ce que j'entends, je partage votre passion pour l'espace, mesdames. L'aérospatial est un secteur aussi dans lequel on peut tous travailler. Peut-être que je pourrais me recycler malgré mon âge vénérable. Puis en plus de ça, les offres d'emploi se multiplient et ça dans toutes les catégories d'emploi. Élodie Geneviève ou Geneviève Élodie, vous avez respectivement étudié à l'Université de Laval, Élodie, et à HEC Geneviève. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le secteur de l'aérospatial? Puis qu'est-ce qui vous plaît exactement dans cette industrie? Merci, Emmanuelle. Je vais commencer. Bonjour à tous, moi, c'est Élodie. Écoute, je dirais que qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans le secteur aérospatial, ça n'a pas été un chemin nécessairement tout droit tracé depuis toujours. Je dirais, j'ai eu un prof en secondaire 4, une professeure de sciences physiques qui m'a comme vraiment allumée sur comment elle enseignait la science. Puis c'est vraiment là que j'ai comme su que je voulais aller dans ce domaine-là. Puis j'ai toujours été curieuse de comment les choses fonctionnaient, là, comment ça se passe autour de nous. Puis c'est un peu ce qui m'a amené après à aller faire des études en sciences nature au cégep. Puis évidemment, je pense que j'étais à un stade où j'étais pas nécessairement certaine exactement de ce que je voulais pour ma carrière.
Puis je me connaissais peut-être pas énormément non plus côté professionnel à ce moment-là. Donc, je fais mes études en sciences maths au cégep. Puis ensuite, je regardais un petit peu les domaines du génie qui étaient qui allaient m'aider à en apprendre plus un petit peu sur le monde autour de nous. Puis j'ai arrêté mon choix sur le génie mécanique. Puis je dirais que ce qui a vraiment fait en sorte que j'ai décidé d'aller dans le secteur aérospatial pour le début de ma carrière a été des cours plus particuliers qui m'ont stimulé, je pense, à la mécanique des fluides, aérodynamique aussi que j'ai pris en cours option là, pendant mon bac. Je trouve que c'est quand même vraiment impressionnant que des grosses choses comme ça puissent voler dans les airs, puis de comprendre pourquoi ça vole, puis tout ça, je trouvais ça super intéressant. Par contre, moi, j'ai aussi un petit peu, j'aime le côté technique de la chose, mais j'ai un petit peu réorienté ma carrière, si on veut, pour aller plus dans un côté gestion de projet, management, parce que j'ai aussi cette partie-là de moi que je voulais exploiter. Puis, dans le secteur de l'aérospatial, on a des projets vraiment impressionnants. Je travaille chez CAE, dans mon équipe, on fait de la simulation de vol d'avions. Donc, c'est quelque chose, c'est des projets très complexes. Il y a beaucoup d'intervenants. Puis, je pense que c'est quelque chose qui me stimule beaucoup dans mon travail. Le fait aussi qu'on innove constamment, la diversité d'emplois qui peut y avoir. Je veux dire, oui, j'ai un baccalauréat en génie mécanique, mais j'aurais pas pu croire nécessairement qu'après 4 ans, j'allais être chef de développement logiciel pour une équipe qui œuvre principalement en software. Donc, juste les différentes opportunités qu'on peut avoir dans ce domaine-là sont super. Fait que je pense que c'est une grande raison pour laquelle j'adore le secteur aérospatial. Je passerai peut-être la parole à Geneviève, avoir une expérience complètement différente de la mienne. Donc, c'est fort de pouvoir entendre ton point de vue. Oui, merci, Elodie. Donc, oui, moi, comme vous avez dit, Mme Legault, j'ai étudié à HEC Montréal. Donc, moi, je suis CPA de formation. Je travaille en finance pour Pratt & Whitney Canada. Et je travaille pour cette entreprise-là depuis 18 ans maintenant. Donc, j'ai toujours été dans le domaine de l'aéronautique. Une chose que je peux dire, quand j'étais jeune puis j'ai eu à faire un choix de carrière, je me considérais beaucoup plus comme une généraliste que comme une spécialiste dans mon domaine. Ce qui m'attirait beaucoup de Pratt & Whitney Canada, c'est, je veux dire, la variété des opportunités qui nous étaient offertes. Quand j'étais jeune, il y avait un programme pour les nouveaux gradués spécifiques en finance dans l'entreprise qui nous permettait de nous déplacer à chaque année dans l'organisation, essayer différents rôles. Donc ça m'avait attiré beaucoup, sachant pas exactement ce que je voulais faire, sachant même pas si un jour je voudrais pas changer de domaine. Quand je regarde l'industrie de l'aéronautique aujourd'hui puis l'entreprise dans laquelle j'évolue, évidemment, l'industrie de l'aéronautique a une très grande place quand on regarde Montréal et les environs. Quand je regarde Pratt & Whitney Canada, c'est une entreprise qui a été fondée en 1929. C'est une entreprise qui va avoir bientôt 100 ans d'existence. C'est une entreprise qui dessert 6 différents marchés. C'est une entreprise qui est numéro 1 dans la majorité, en fait, je devrais dire dans presque la totalité des marchés qui sont desservis. C'est une entreprise qui a une présence partout à travers le monde avec 58 000 moteurs en vol. Puis ce que ça fait, bien évidemment, de mon point de vue à moi, c'est que ça attire des gens qu'on a vus aujourd'hui, qui ont parlé. Ça attire dans cette industrie-là des gens passionnés. C'est une industrie qui est très complexe. Les gens qui font carrière souvent en aéronautique vont faire carrière vont être dans ce domaine-là là, pour l'entièreté de leur carrière. Moi, je dis j'ai 18 ans d'expérience chez Pratt & Whitney Canada, mais je suis loin d'être l'exception. Je côtoie au quotidien des gens qui travaillent pour cette entreprise depuis des années aujourd'hui. Donc, si j'avais à dire les 2 raisons aujourd'hui pourquoi j'aime autant travailler dans cette compagnie-là, je dirais 2 choses. La première, ce sont les gens avec qui je travaille. C'est ma deuxième famille, la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ce sont des gens qui innovent, qui sont créatifs, qui sont motivés, qui sont passionnés, qui veulent faire le meilleur, qui veulent pousser l'industrie vers un 2e niveau. On parle des énergies vertes. Donc, je côtoie au quotidien des gens qui vont m'exprimer leur passion, puis avec lesquels, évidemment, je vais avoir envie de travailler. Donc, c'est la première raison pourquoi j'aime autant le secteur. Puis la deuxième raison pourquoi j'aime autant travailler pour cette industrie, c'est le défi. OK? J'ai beau travailler en finance, en comptabilité,
la complexité de mon travail va dépendre de l'industrie ou du travail que je supporte. La beauté d'être une fonction support dans une industrie comme celle-là, c'est qu'on a la chance, nous, comme comptables en finance, de se déplacer dans l'entreprise. Donc, supporter les ingénieurs, supporter les gens qui fabriquent nos pièces, qui assemblent nos moteurs, supporter les gens qui vont travailler avec nos clients dans la pré-vente. Donc, la carrière de quelqu'un qui travaille dans une fonction support dans cette industrie-là, elle est multiple. C'est pour ça qu'après 18 ans, j'ai vraiment, moi, pas fait le tour. Il y a des très bonnes chances que je me rende jusqu'à ma retraite en travaillant pour cette compagnie-là. Donc, il y a toujours un défi, il y a toujours une façon d'être stimulé à travers le travail qu'on a à faire. Puis quand on parle de la place des femmes dans cette industrie, moi, je tiens à dire, peut-être que mon exemple n'est pas le même à travers l'industrie, mais je pense que c'est important que je le mentionne, que moi, en 18 ans de carrière, je me suis jamais sentie comme une femme dans l'industrie. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je me suis jamais sentie différente de mes collègues masculins. J'ai jamais senti que j'étais ralentie dans ma carrière parce que j'étais une femme. J'ai jamais senti que ma compagnie me donnait une place à part de par le fait que j'étais une femme comparativement à mes collègues masculins. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que en étant innovateur, évidemment, les entreprises dans l'aéronautique se veulent aussi être avant-gardistes. Puis faire de la place aux femmes dans cette industrie-là, c'est important. Ça fait partie des objectifs des différentes compagnies. Puis je pense que c'est important que moi, je le dise. Je ne peux pas dire que c'est le reflet de tout le monde, mais assurément, moi, je n'ai pas vécu une différence en étant une femme. J'ai eu pleinement ma place comme femme à l'intérieur de cette industrie-là. Quand je regarde la haute direction de Pratt Canada aujourd'hui, c'est quand même 24 de femmes qui sont à des postes de haute direction. Ce sont tous des femmes aussi qui ont succédé à des hommes. Donc, on voit que tranquillement, vous avez donné des exemples, mais l'histoire change et je pense que c'est à chacun de nous aussi d'être capable d'encourager nos jeunes justement à leur démontrer que non seulement c'est possible, mais il y a définitivement une belle place pour les femmes à l'intérieur du secteur aéronautique. Il me semble que c'est une belle façon de terminer ça en disant que l'histoire change, en effet. Puis j'aimerais ça, justement, si on faisait un dernier petit tour de table, si vous aviez un message, une chose que les gens, les jeunes filles, les parents doivent retenir, ceux qui nous écoutent actuellement, lequel serait-il, ce message-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Je dois le dire. Sarah? Oui, ça va rejoindre un peu ce qu'on a déjà dit par rapport à l'accessibilité. Je pourrais simplement dire de ne pas se limiter d'aller au bout de ses rêves, mais ça manque de temps. Rapidement, le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie, c'est de ne pas seulement viser la profession, mais aussi de penser au genre de vie qu'on veut mener. Puis pas juste penser à la formation, mais comment on a envie de se bâtir un couteau suisse aussi dans ce qu'on a envie d'accomplir. C'est pas tout d'avoir un rêve, c'est de le penser intelligemment, ça prend des outils pour l'accomplir. Notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est de leur donner des outils à vos filles. Je donne l'exemple d'une jarre à biscuits. Elle peut être bien belle sur son étagère, mais si elle est hors de portée, elle reste inaccessible. C'est à nous de leur montrer comment ils peuvent innover pour aller la chercher, des outils pour se faire une échelle, par exemple. De développer un sens de la débrouillardise et une indépendance pour leur cheminement, ça vaut plus que des encouragements dans le vie. Parce que c'est ça qui va leur permettre de se faire un bagage pour persister malgré les obstacles. Bien sûr, il ne faudrait pas oublier de les écouter dans le processus aussi. Parce que parfois, elles ont peut-être juste besoin de se faire dire « ben oui, ça peut être une bonne idée » pour dévoiler leur potentiel par la suite. Merci, Sarah. Capucine? Oui, bien, dans mon cas, comme j'ai dit un petit peu tantôt, je pense que l'important, c'est vraiment la curiosité, de pas être gêné, d'oser, de parler autour de nous, d'être curieux sur ce que les gens y font. Les gens, ils sont fiers de parler ce qu'ils font, puis au bout de la ligne, notre travail dans la vie, si ça ne fait pas partie de notre vie, on ne sera jamais heureux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Fait que quand mon travail, c'est une extension de ma vie, je ne peux pas demander mieux, puis je suis chanceuse, j'ai trouvé ça. Donc, je dirais, soyez curieux, posez des questions, allez chercher des gens autour de vous il y a plein de monde là, qui ont tous différents modèles. Alors, vraiment, la curiosité pour moi, là, c'est le message là, que je reverrai à toutes les jeunes femmes qui cherchent un petit peu plus d'informations dans ce domaine-là.
Merci beaucoup. Anne-Marie? Oui, mais j'ai touché tantôt un peu le sujet, là, mais pour moi, c'est vraiment le réseautage, le réseau de contacts. Entourez-vous de bonnes personnes. Gardez vos anciens contacts, même si des fois, c'était des emplois d'été et des choses comme ça. Là, on ne sait jamais quand les chemins se recroisent. Puis même moi, c'est drôle là, parce que j'ai des anciens collègues à l'époque de Bombardier qu'aujourd'hui, des fois, je donne des stages à leurs enfants. Fait que ça me vieillit, mais c'est une autre chose. Mais tout ça pour dire de garder, de donner de l'amour à ce réseau de contacts-là parce que souvent, ça nous aide là, quand on a des embûches ou quand on veut avancer un projet ou des choses comme ça. Fait que ça serait mon petit conseil. Puis de ne pas avoir peur de demander justement à ces gens-là qui nous entourent. Là, généralement, les gens veulent aider. Merci beaucoup, Anne-Marie. Marie-Michel? Oui, que rajouter après ces interventions tellement pertinentes et tellement vraies? Je dirais d'oser rêver puis d'être têtu. Donc, ne laissez personne vous décourager. Vous seul savez ce dont vous êtes capable. Donc, oui, allez chercher des mentors, des bons mentors, mais tous les découragements, on oublie ça puis on fonce. On connaît notre rêve puis on va le chercher. Merci, très vrai. Élodie? Moi, je vous donnerais comme conseil, en fait, peut-être, ouais, petit mot. On est tout un panel de femmes passionnées par notre domaine, notre travail et tout. Mais je me remets un petit peu, mettons, quand j'étais au début de l'université ou même un petit peu plus tard dans mes études. Puis c'est correct de ne pas savoir nécessairement qu'est-ce que, tu sais, de ne pas être nécessairement passionné par quelque chose, puis de ne pas savoir absolument c'est quoi qu'on veut aller chercher dans notre carrière. Fait que juste comme de normaliser ça, je pense que c'est super important. Mais aussi de voir de ne pas avoir peur d'aller chercher des expériences différentes qui nous sortent de notre zone de confort. Puis c'est comme ça qu'on se forge, puis qu'on apprend qu'est-ce qu'on aime moins, puis dans quoi on est bon, puis dans quoi on est moins bon. Fait que moi, je dirais de pas avoir peur d'expérimenter, puis se faire confiance plus qu'on devrait. Des fois, on se fait moins confiance que, mettons, les autres nous font confiance. En tout cas, de se faire confiance, je pense que c'est aussi super important. C'est vrai qu'on est dur envers nous-mêmes. Oui. Geneviève? Oui, le mot de la fin. Oui, pour Claire, mais moi, je dirais, mon message peut-être, c'est plus pour les parents. Puis Sarah en a témoigné au départ. C'est tellement, les gens ne réalisent pas des fois le poids qu'ils peuvent avoir sur le choix de leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux, leurs voisins, leurs voisines. Quand vous côtoyez des jeunes, justement, qui sont au secondaire, qui cherchent ce qu'ils veulent faire, ils vont vous poser des questions. Négligez pas l'impact que vous pouvez avoir sur eux puis sur leur carrière. Puis surtout, ne les découragez pas de leurs rêves. Si vous voyez une étincelle dans les yeux, encouragez-les parce que définitivement, il faut avoir un poids très important sur le choix de carrière qu'ils vont faire. Puis l'autre chose, c'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui. Moi, j'ai 2 très jeunes garçons de 2 et 4 ans. Puis mon message peut-être pour les parents, c'est d'essayer d'élever nos enfants dans une certaine neutralité. Moi, j'essaie d'élever mes enfants pour qu'ils ne voient pas nécessairement une différence ou à tout le moins, je dois dire un stéréotype entre ce qu'une femme et un homme doit être. Donc, comment est-ce qu'on peut montrer à nos jeunes garçons aussi des modèles féminins différents de façon à ce qu'au fur et à mesure du temps, là, pour les générations à venir, bien, cette différence-là, on n'ait plus à en parler parce qu'éventuellement, si on pourrait rêver qu'elle n'existe plus. Donc, voilà. Excellent. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à notre modératrice. Merci à nos panélistes pour ce bel échange. Nous allons maintenant passer aux questions du public et nous avons une question déjà de Nassam. Alors, je vais la lire. Alors, plusieurs personnes ont comme l'impression qu'il faut forcément avoir fait des études dans le génie ou la mécanique avant de faire une carrière en aérospatiale. Pourtant, en aéro, on retrouve des gens de marketing, comptabilité, logistique, etc. Et on a vu le parcours exceptionnel de Sarah. Donc, quels conseils donneriez-vous aux personnes, en particulier aux femmes, qui aimeraient faire une carrière en aérospatiale, mais qui n'ont pas la fondation, le background dans le domaine? Ce serait quoi la première étape? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas par où commencer. Qui aimerait répondre?
Je peux peut-être laisser un petit mot par rapport à ça. Je pense qu'on oublie souvent quand on parle de compagnies comme Air Canada, Bombardier, CAE, qui sont très spécifiques au niveau aéronautique et tout, mais il ne faut pas oublier que dans toutes les compagnies, il y a de tout comme métier, surtout dans les grosses boîtes. Alors, il ne faut pas s'empêcher. Il y a des portes ouvertes aussi. On parlait de contact plutôt. Maintenant, il y a des systèmes de réseautage, des contacts, il y a des portes ouvertes. Appliquez, essayez, allez-y. C'est pas parce que c'est Air Canada que c'est seulement des domaines techniques. On a besoin de tout. Puis c'est dans la boîte après qu'on peut se diriger un peu partout. Donc, ça serait le conseil que je donnerais, moi. Est-ce qu'un autre panéliste voudrait répondre à la question ou ajouter un commentaire? Je peux y aller, c'est Anne-Marie. Tantôt, je l'avais mentionné justement là, avec mon implication dans les femmes en aéronautique, qu'un des buts, c'est de montrer là, qu'on peut être dans l'aéronautique sans une carrière en génie. Dans le fond, moi, j'ai eu un bac en gestion des opérations, puis un MBA pour cadre, puis pourtant, en ce moment, là, j'ai un poste au niveau de la direction, au niveau des opérations. Donc, de ne pas se laisser arrêter par ça, on l'a mentionné un peu plus tôt, là, je crois que tous les domaines d'études qu'on a, mais c'est juste de l'expérience puis des connaissances qu'on met dans notre sac à bagages. Puis c'est important là, de ne pas se laisser arrêter par ça. Merci. Aussi. Oui, vas-y. Je voulais juste dire que c'est pas vrai que ça prend nécessairement des études effectivement, ça prend pas nécessairement des études en génie pour être en aéronautique. On a un paquet de programmes techniques développés qui nous permettent de travailler dans le secteur de l'aéronautique, qui ont besoin de potentiel. Puis c'est pas parce que je fais une technique que ma job, ça va juste être de servir du long. Au contraire, on apprend de l'aérodynamique, thermodynamique, je fais de l'avionique. Un paquet, dans ma technique, je touche un paquet de sujets qui font que c'est une formation qui est quand même assez complète puis qui me satisfait beaucoup pour quelqu'un qui a été dans le domaine académique auparavant. Le défi intellectuel est autant là que le défi manuel. Merci, Sarah. J'ai reçu une autre question en direct. Et si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? Qui aimerait répondre à celle-là? Moi, je peux peut-être répondre. Moi, je pense que qu'est-ce que je ferais différemment, c'est que je suivrais le conseil de Capucine d'être plus curieuse. Quand c'était le temps un petit peu de m'orienter, on dirait que j'accordais peut-être moins d'importance à ça, alors qu'au final, ça a quand même une grosse décision sur notre carrière. Fait que moi, j'irais beaucoup parler à des gens dans des domaines qui m'intéressent, puis aller passer, pas être gêné d'aller leur poser la question de passer une journée avec eux. Ou c'est ça, je pense que ce serait vraiment, je serais plus curieuse sur mon choix de carrière. Quelqu'un d'autre aimerait répondre aussi? Moi, je peux peut-être répondre. C'est sûr que je veux pas être imposteur parce que je ne travaille pas directement en aéronautique, mais je supporte de par ma formation. Mais une chose, c'est pour ça que c'est le message que j'ai passé aux parents, mais une chose que moi, je n'ai pas fait quand j'étais adolescente puis j'ai posé des questions, c'est que je me suis fait influencer à ne pas aller dans certains domaines qui n'étaient pas la science, mais c'était d'autres domaines. Et j'adore la carrière que je fais, j'adore le milieu, mais en rétrospective, aujourd'hui, je me dis que c'est important de ne pas nécessairement se laisser influencer. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont avoir des barrières sur leur chemin. Puis les panélistes en ont bien parlé, mais laissez pas les barrières vous arrêter. Retournez-vous vers des ressources qui vont vous encourager. Donc, si j'avais quelque chose à changer, peut-être ce serait de moins écouter mon entourage à ce niveau-là puis de m'assurer que je m'écoute moi-même. Super, merci. Nous avons une question dans le clavardage. Quel est le meilleur moyen de devenir contrôleur aérien et pilote? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je peux peut-être répondre. Vas-y, Sarah. Donc, je ne peux pas répondre pour la partie contrôleur aérien, mais par contre, pour le côté pilote, beaucoup de personnes connaissent le CQFH chez Coutimi, qui est donc une technique de pilotage, qui est la formation qui est contrôlée par le ministère de la Culture. Sinon, à côté, on a aussi plusieurs écoles de pilotage au Québec. C'est sûr que ça a un certain prix. On est en aviation, donc tout ce qui est l'entretien, l'essence, ces choses-là, ça coûte plus cher.
Mais c'est de justement, si c'est ça que tu veux faire, pense à un plan. Il y a des façons de s'organiser pour travailler puis se mettre de l'argent de côté pour être capable de le faire. Puis, on en a plusieurs au Québec. Déjà juste ici, à l'aéroport de Saint-Hubert, on a Carcara, on a Richelieu, on en a d'autres qui sont plus petites aussi. Il y en a à La Chute, tout dépendant où tu te trouves. On a la chance d'avoir Internet. Il suffit de faire des recherches, commencer à faire des contacts, puis faire des téléphones, puis tu vas réussir à trouver l'école là où tu vas être capable de commencer ton chemin. C'est persévérance, planification. Merci Sarah. Et en effet, pour la personne qui a posé la question, peut-être aller sur l'aéroportail.ca, il y a la liste de toutes les formations. Puis pour ce qui est contrôleur de la circulation aérienne chez NAV Canada, ce sera le bon contact. Merci. J'ai une autre question. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? Qui aimerait répondre à celle-là? Marie-Michel, peut-être, ou Anne-Marie, Capucine? Je vais me lancer parce que j'ai eu la chance de vivre quelque chose d'assez spécial. Je suis partie à Toulouse pour aller chercher un Airbus 350, le premier qu'on recevait à Air Canada. Donc, j'étais là pour aller inspecter l'avion, faire sûr que tout est correct et voler avec l'avion pour son retour, qui était une expérience extraordinaire. Mais en fait, l'expérience que j'ai vécue à Airbus Canada, c'est au moment où ils construisaient le Airbus 380. La première avion était dans le hangar, tout vide. Et ils nous ont organisé une partie de soccer à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas de siège et tout. Alors, ça serait pour moi ce qui m'a le plus impressionné de voir un Airbus 380 tout vide où on a pu jouer une game de soccer. C'est incroyable. C'est pas mal, oui. Merci, Capucine. Quelqu'un d'autre? Ben, Béatrice, tu m'avais interpellée tout à l'heure. Je peux peut-être en parler un peu. Bon, moi, je suis astrophysicienne de formation. J'ai fait toutes mes études en physique, en astrophysique, donc pendant 10 ans. Donc, c'est sûr que j'ai pu utiliser des grands télescopes. Au Québec, au Mont-Mégantic, mais aussi en Arizona, c'était génial. C'était comme la récompense de plusieurs mois de travail, de pouvoir me faire souvent, des fois, prêter un télescope pour moi tout seul, rentrer les données, puis faire bouger cet immense télescope-là. Puis depuis que je travaille au Cosmodrome, bon, ça fait 7 ans, on dirait que j'aime tout. Donc, c'est dur de trouver le plus beau moment, mais je dis tout le temps que ce que je préfère dans mon travail, c'est les rencontres. Il y a pas jamais de routine, c'est de rencontrer des gens comme vous. Les rencontres qu'on fait aujourd'hui, tous les gens inspirants, on travaille avec des éducateurs, des professeurs, des avocats, des pilotes d'avion, des ingénieurs, des étudiants. Donc, chaque jour est différent, puis chaque jour amène ses nouveaux défis, puis de pouvoir justement communiquer la science de tout plein de manières possibles, par tout plein de projets toujours différents, que ce soit une exposition, un programme éducatif, une conférence, toutes sortes de choses. C'est vraiment, je pourrais même pas dire c'est quoi le plus beau jour des 7 dernières années quand on a le privilège au quotidien, faire ce qu'on aime. Même, il faut se trouver un nouveau hobby. Parce que quand l'espace, c'est ta passion puis c'est ton métier, faut se trouver un nouveau hobby tellement que tout ça, c'est interconnecté. Donc, voilà, c'est la chance que j'ai de pouvoir m'amuser comme ça au quotidien. Merci beaucoup. Écoutez, il est déjà 19h, donc je pense que c'est pas mal la fin de notre événement. Donc, la période de questions est à présent terminée. Je remercie à nouveau nos partenaires ainsi que nos intervenants qui ont donné de leur temps ce soir. Et nous espérons que vous avez apprécié cet événement. Vous pouvez retrouver l'enregistrement très prochainement sur YouTube pour pouvoir le repartager sur vos réseaux. Merci à toutes et à tous et passez une excellente fin de soirée. Bye bye.